Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20 h sur les antennes de la télé Futur Média. Léa, bonsoir. Merci Diane, bonsoir. Bonsoir également à vous, chers téléspectateurs. Voici les titres de cette édition. Les invalides de guerre en colère contre le directeur de la santé. Depuis 3 mois, ils n'ont plus droit aux médicaments dans les pharmacies. Grand pas en avant du Sénégal dans la lutte contre l'hépatite. Le taux de prévalence 2015 est passé à 11%. Notre pays célèbre ce mardi la journée mondiale de lutte contre la maladie. Près de 200 000 candidats passent depuis ce lundi l'examen du BFM. Tout est mis en branle pour éviter la fraude. Pendant ce temps, les résultats du bac continuent à faire parler. Le grand cadre impute les mauvais résultats au gouvernement. Et puis à suivre en fin de journal le dossier du lundi qui s'intéresse aux méthodes de lutte d'ex-travailleurs de défense société ou autres qui s'organisent en collectif. Vous verrez que la vie n'est vraiment pas facile pour eux. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Nous démarrons cette édition avec les assurances du gouvernement aux Sénégalais rapatriés du Gabon. Le directeur adjoint des Sénégalais de l'extérieur s'engage pour leur réinsertion économique dans le domaine agricole. Le gouvernement, dit-il, fait de son mieux pour décanter la situation des 70 autres Sénégalais détenus au Gabon. Mame Biram Diouf et Mardien. C'est une rencontre sur laquelle il comptait beaucoup dans le groupe de 32 personnes arrivées samedi à Dakar, les 16 parmi elles qui n'ont pu encore rejoindre leur famille et qui se sont installées provisoirement à la gare des Beaux-Maraîchers devraient bientôt sortir de la galère. L'État a déjà fait un effort dans leur retour au pays et qu'une enveloppe de 100 000 a été accordée à chacun d'entre eux. Il y a une question d'urgence qui est le retour dans leurs familles respectives. L'autre aspect, c'est la recherche de l'emploi. Au niveau de la Direction générale des Sénégal de l'extérieur, nous venons d'abord d'élaborer un projet qu'on appelle FER, c'est les fermes agricoles intégrées pour la réinsertion des émigrés, qui permettent également de prendre en charge cette question. Des êtres chers qu'ils ont laissés au pays d'Ali Bongo, des biens matériels également. Le rôle de l'État s'est élevé sur tout cela. Estimer les avoirs laissés par ses compatriotes et voir dans quelle mesure une solution appropriée pourrait être trouvée en rapport avec les autorités gabonaises compétentes. Ils sortent rassurés de la rencontre qu'ils ont eue avec le directeur adjoint des Sénégalais de l'extérieur. Nous remercions le gouvernement du Sénégal. C'est lui qui nous a empêchés en Bénin, venant ici. Mais ce qui nous reste seulement, c'est le transport pour rentrer chez nous. On n'a pas le choix, on n'a pas le choix métier. Donc tout ce qui est travail qu'on a vu dans le pays, les cultivateurs, tout, on va essayer de rester dans le pays. Concernant les 70 autres Sénégalais, la plupart des sans-papiers, encore dans les liens de la détention au Gabon. La chose est en bonne voie et que des solutions immédiates seront trouvées pour permettre à nos Sénégalais de recouvrer la paix et de recouvrer, n'est-ce pas, leur travail. Ces Sénégalais qui sont encore détenus au Gabon, leur rapatriement se fera dans les meilleures conditions, promet le directeur adjoint des Sénégalais de l'extérieur. Cela après les griefs soulevés par Omar Dem et compagnie sur le retour au Sénégal. Colère des invalides militaires. Depuis 3 mois, ils n'ont plus accès aux médicaments pharmaceutiques. Pour se faire entendre, ils ont pris d'assaut le commandement de la zone militaire numéro 1. En mouvement d'humeur ce matin, ils ont fustigé l'attitude du directeur de la santé et ils réclament une audience avec le chef de l'État, Ousmane Sen, chargé de revendication des invalides militaires, au micro de Papanderi Fall. Ça fait 3 mois que les pharmacies agréés par l'armée sénégalaise ne donnent plus de médicaments aux invalides militaires. On dirait que le directeur de santé, Boubou Saré, M. Saré, directeur de santé, c'est lui qui bloque tous les bons et que même il a désigné des médecins qu'il commande directement pour qu'ils ne puissent jamais prescrire des médicaments suffisants pour un malade. Tu sais, pour le malade, c'est pas normal. Pour que le malade, on lui dit que tu dois te soigner avec 20 000 francs, 40, 50, 60 000 francs. Ça dépend de son médecin, prescripteur, qui le regarde et dit que
c'est ces médicaments qui le soignent. Et des fois, ces médicaments varient entre 100, 150, 200, 300, 400 000. Ça dépend. On a vu des autorités militaires, mais on les connaît tous parce que nous sommes là au bureau. Ça fait presque 10 ans ou plus. On connaît ce qui se passe. Ils essayent de nous noyer et laisser passer. Et ça, on ne l'accepte pas. On était voir le Premier ministre, il nous a reçus. Il nous a garanti que les pharmacies vont donner les médicaments. Mais jusqu'à présent, les invalides ne se soignent plus. Nous en parlions hier, la mort de ce jeune homme Ndiaga Ndiaye qui remet au goût du jour les bavures policières. Eh bien, Léa, les droits de l'homme ont leur avis sur la question. Le directeur exécutif d'Amnesty Sénégal invite les autorités à former les jeunes des forces de l'ordre conformément aux normes internationales. Papan Derifal et Tierno Laurent Mendy. La mort du jeune Matar Ndiaye repose le débat sur la recrudescence des bavures policières. Le directeur exécutif d'Amnesty invoque le manque de formation dans les rangs des forces de l'ordre. Il y a plusieurs raisons dans la formation. Les chefs, ils font tout le temps des formations. Mais les hommes de troupe, les policiers qui sont dans les commissariats Guinguinéo ou Oussouye et autres, généralement, c'est lorsqu'ils ont la chance de participer aux opérations de maintien de la paix qu'on les amène à Dakar pour leur dire voici les standards internationaux. Si vous allez là-bas, il faut les respecter. L'usage d'armes à feu doit répondre à des normes selon Seydi Gassama. Un agent de la force publique peut utiliser son arme à feu dans des situations de légitime défense. Obligé d'utiliser son arme pour protéger la vie d'autrui. Autrement dit, la personne contre laquelle il tire doit présenter une menace imminente. Troisième situation, c'est lorsque cette personne présente un risque grave pour la société. Autrement dit, un bandit de grand chemin, un criminel. Il dénonce l'impunité dont bénéficient les forces de l'ordre impliquées dans les meurtres. Que la législation soit revue, soit amendée et qu'elle soit mise en conformité avec les normes et les standards internationaux. Lorsqu'un civil tue un policier ou un gendarme ou un militaire, c'est la cour d'assises. Mais lorsque c'est des policiers, des militaires ou des gendarmes qui tuent des civils, mais les parquets et les cabinets d'instruction se débrouillent pour disqualifier les faits, pour accorder des circonstances atténuantes et finalement ces gens ils se retrouvent devant des tribunaux correctionnels. Matar Ndiaye vient d'allonger la liste des victimes de bavures policières. Le directeur exécutif d'Amnesty Sénégal invite les autorités de la justice à prendre des mesures idoines pour que les dossiers des forces de l'ordre ne soient plus classés sans suite. C'est parti pour le BFM édition 2015 au lycée Blaise Diagne. 3 surveillants par salle pour lutter contre la fraude. Eh bien, les présidents de jury et de centre sont également les seuls détenteurs des codes des mallettes où se trouvent les épreuves. Les candidats qui ont composé ce matin en littérature se disent rassurés. Reportage signé à Maïmouna Ndiaye et Moudou Diop. 603 candidats pour 3 jurys. Au centre Blaise Diagne, le brevet de fin d'études moyen se déroule normalement. À chacun, nous avons donné un bureau pour les abriter et leur secrétariat. Ils ont demandé aux IEF, en tout cas, de prendre en charge le côté matériel. Côté disposition, des directives sont données pour éviter toute tentative de fraude. Nous avons reçu les sujets hier. Et entre autres dispositions, je pense que le chef de centre et le président du jury disposent à chacun d'un code. Je ne peux pas ouvrir la malle sans un président du jury. C'est pareil. Les candidats, quant à eux, n'ont aucune crainte. Ils sont confiants. Oui, c'était abordable. C'était deux sujets. Un sur Maria Arba et l'autre sur les émigrés clandestins. C'est pas du tout compliqué, c'était abordable. C'est un programme, oui, c'est un programme. Pourquoi? Parce qu'on nous a donné 2 sujets, sur le clandestin et aussi sur longue lettre. Après la composition française, les mathématiques, l'instruction civique, entre autres, sont attendues ce mardi. La correction se fera de manière progressive, nous dit le chef de centre de Blaise Diagne. Maïmouna Ndiaye, finalement, il n'y aura pas eu de chevauchement entre candidats du bac et du BFM au lycée Seydou Nourou Tall. Les épreuves du deuxième tour du baccalauréat sont finalement délocalisées. Raison évoquée, la taille du lycée Seydou Nourou Tall jugée trop petite pour accueillir tous les candidats. Aïssatou Païfal et Moudou Diop. Un centre, 2 examens,
celui du baccalauréat et du BFM. Au lycée Seydou Nourou Tall, les épreuves ne se chevauchent pas finalement. Une autre organisation est mise en place. Lorsque l'administration que nous représentons s'est rendu compte qu'il était impossible dans un si petit lycée de rassembler des candidats et du bac et du BFM, elle s'est tournée vers les autorités. Les autorités ont très vite pris la décision de délocaliser le BFM, qui aujourd'hui se déroule à la Maison des Anges. Tout a été revu, une planification minutieuse. Ce n'était qu'une question de planification. Prenez le BFM, il faut au moins 14 000 enseignants pour tout gérer. Imaginez donc si nous ne planifions rien bien avant tout cela, les problèmes vont se succéder. Même les chargés de bureaux d'examen ont été bien formés. Pour le deuxième tour, tout est fin prêt, juste quelques mises au point. Les épreuves viennent d'arriver, n'est-ce pas? Et depuis ce matin, les candidats malheureux, comme les candidats du second tour, défilent. Et donc ils avaient besoin, eux aussi, d'avoir cet espace-là pour mettre les choses en place. En ce moment, nous sommes en train de reprendre la numérotation pour que les élèves soient à l'aise. 977 centres, 203 062 candidats se penchent sur les épreuves du BFM, pendant que ceux du baccalauréat tentent d'obtenir le ticket de la dernière chance. Et nous restons avec le baccalauréat 2015. Bien qu'on ne connaisse pas encore le taux de réussite au deuxième tour, on s'attend à un taux de réussite catastrophique. Oui, et les signaux sont déjà au rouge. Le coordonnateur du grand cadre n'est nullement surpris, tout en imputant la responsabilité de ces mauvais résultats au gouvernement. Il a rencontré nos reporters Fatou Bintou Conté et Marien. Les premières tendances du baccalauréat 2015 sont désastreuses. Il fallait s'y attendre, rétorque l'association des parents d'élèves. La FENAPES estime que l'année scolaire s'est très mal déroulée. Vraiment, à ces résultats, on savait que normalement, le temps perdu se rattrape difficilement. Nous avions en son temps crié pour sonner l'alerte. Nous avions dit que tant que la confrontation entre les enseignants, les syndicats d'enseignants et le gouvernement ne cessait, il n'y avait que nos enfants qui devaient normalement en pâtir. Et nous voilà donc là aujourd'hui devant ces résultats catastrophiques que nous n'apprécions pas du tout, mais nous ne sommes pas étonnés de ces résultats. Abdou Fati réconforte la position des parents d'élèves. Il estime que c'était prévisible et l'impute au gouvernement. Ça ne nous surprend pas parce que vous le savez tous, l'école est dans une série de crises depuis plus de 4 ans et cela est imputable à l'État du Sénégal qui, du point de vue de ses rapports avec les syndicats, du respect des protocoles d'accord, ne fait absolument rien. Jusqu'à présent, le protocole d'accord du 30 avril n'est pas exécuté. Imputable à l'État du Sénégal parce que le peuple sénégalais avait fait un diagnostic à travers les assises nationales. Et l'État est en train de tergiverser pour l'application de ces assises. D'ailleurs, il pointe un doigt accusateur au ministre de l'Éducation Serigne Mbaye Thiam qui a diminué pratiquement le budget de toutes les inspections d'académie. Il faut le dire, imputable au ministre Serigne Mbaye Thiam et aux différents ministres qui sont succédés au ministère de l'Éducation, des incompétents. L'apothéose avec Serigne Mbaye Thiam qui, à son arrivée, a fait des coupes sombres sur le budget des IA, des IF et des lycées. Dans les lycées, on ne fait plus de bac blanc, on ne fait plus de BFM blanc, on ne fait plus d'encadrement, il n'y a plus de formation, il fait des économies. Donc, il faut le dire, les gens disent que effectivement nous les enseignants, nous sommes quelque part responsables. Nous disons que nous, les grèves là, ce ne sont que les conséquences de l'incurie de nos gouvernements, les conséquences du non-respect des protocoles d'accord. En tout cas, les associations des parents d'élèves appellent à un dialogue entre les deux parties pour une année scolaire apaisée. Si le gouvernement aussi donne des dates, des précisions et des promesses, que le gouvernement fasse tout pour les respecter. Moi, je pense que de part et d'autre, on doit faire de l'enseignement une surpriorité et savoir qu'au-delà de l'enseignement, c'est la catastrophe.
Nous parlons de toute autre chose. Le marché Petersen change de visage une semaine après le déguerpissement des marchands ambulants. Les commerçants, eux, continuent de dénoncer leur délogement. Les riverains, par contre, remercient leur maire Alioune Kodendiaï et Younous Diatta. Le marché Petersen change de décor une semaine après son déguerpissement, une situation que certains marchands ambulants continuent de dénoncer. Nous restons ici à longueur de journée sans pouvoir travailler alors que nous sommes des pères de famille. On expose sur le trottoir près de la gare routière. C'est normal, je pense que nous soyons là aussi pour vendre. Du côté des riverains, cette initiative est saluée. Ces derniers se disent satisfaits du travail du maire Alioune Ndoye. Maintenant, la voie est libre, on peut circuler sans difficulté. Nous sommes très contents de cette initiative du maire. Ces riverains appellent par ailleurs les autres maires à imiter l'exemple du maire de Dakar Plateau. La capitale doit être propre, on ne doit pas occuper la rue n'importe comment. Tous les maires doivent faire pareil, même à travers le pays. À noter que les forces de l'ordre veillent au gré. Un pick-up de la police est stationné au rond-point Petersen pour empêcher tout retour sur le lieu. Et nous parlons politique à présent. Macky Sall n'a pas le choix et doit réduire son mandat afin de respecter ses engagements électoraux. C'est ce qu'a déclaré Aïda Mbodj, présidente du mouvement Alliance nationale pour la démocratie. La présidente du conseil départemental de Bambey s'est exprimée en marge d'une tournée de massification de son mouvement. Je vous propose de l'écouter. Elle est interrogée par Talla Samb et Mohamed Diop. Parce que le président tente de nous divertir et nous connaissons. Nous connaissons sa stratégie. Cette stratégie, nous la comprenons. Il a été à bonne école. Nous avons fréquenté la même école, c'est l'école de Wade. Et je pense qu'il ne saurait nous divertir. Nous sommes déjà prêts et je pense qu'à la vue de cette manifestation, de cette mobilisation de ce soir ici à Mbacké, je pense qu'il va quand même déchanter pour savoir que nous sommes déjà prêts, que nous ne sommes pas une opposition qui regarde une opposition inerte, qui l'attend. Nous, il ne saurait être le maître du jeu qui mène le jeu. Nous avons notre partition à jouer et nous comptons bien la jouer. Nous sommes en train de nous mobiliser, de nous préparer, de nous retrouver, de faire un maillage dans le cadre de notre mouvement et du parti, de nous occuper de la libération des détenus afin que nous soyons prêts le jour du scrutin, parce que le président Macky Sall n'a aucune possibilité de se soustraire de l'élection présidentielle de 2017. C'est d'abord son engagement à une valeur juridique. Le directeur général de Dakar, Deme Dick, répond aux accusations selon lesquelles il aurait déployé des bus pour les besoins d'un combat de lutte dont il était le parrain. Moussa Diop nie en bloc et indexe les syndicalistes. Il se prononçait à l'occasion du renforcement de la ligne 7. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Pape Cherdiak et Mardien. Alors vous savez, moi je vais être très court sur ce problème-là. Je n'ai pas pour coutume de prendre des biens d'une entreprise et de les utiliser à des fins personnelles. Si quelqu'un veut vraiment faire carrière contre moi, engager une bataille, parce qu'il est coutumier des faits, tout directeur général qui vient dans cette entreprise-là, voilà ce monsieur. Je ne parle pas de ce syndicat, parce que je connais beaucoup de gens de valeur dans ce syndicat-là. Voilà ce monsieur, chaque fois qu'il n'obtient pas ce qu'il veut, il se jette à terre comme un enfant et essaie de faire chanter les gens. Moi, je ne marcherai pas sous le chantage. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'intérêt de l'entreprise. Est-ce que c'est l'intérêt de l'entreprise de sortir et de dire à tout le monde que moi, X, il me reste 3 années pour partir à la retraite et je profiterai de ces 3 années-là pour détruire l'entreprise. Je prendrai toutes mes responsabilités. Ce qui fut ne sera plus jamais. Ça que ce soit clair. Ce n'est pas parce qu'il est un salarié protégé qu'il se permet de dire des choses vraiment qui dépassent même l'entendement.
Et puis retenez la grève de 48 heures du SAMES à compter de ce mardi. Les motifs principaux, les conséquences néfastes de l'acte 3 de la décentralisation sur la gestion des ressources humaines, également la non-matérialisation du protocole d'accord signé le 31 mars 2014. Je vous l'annonçais en sommaire. La journée mondiale contre l'hépatite célébrée ce mardi au Sénégal. La lutte porte ses fruits. Le taux de prévalence dépassé en 2015 à 11%. Et en prélude, chère Sidiane, de cette journée mondiale de lutte contre l'hépatite, un forum était organisé ce lundi. Objectif, voir comment mettre en œuvre les nouvelles recommandations internationales sur la prise en charge des hépatites virales B et C. C'est un reportage signé Alassane Ba et Tierno Laurent Mendy. Les hépatites virales, un problème de santé publique. Le Sénégal a connu des avancées considérables dans la lutte contre ces maladies. On va plus se focaliser sur l'hépatite B et C qui posent plus problème. L'hépatite A n'est pas tellement un problème de santé publique chez nous. L'hépatite E n'est pas une hépatite grave, sauf sur deux terrains. Un terrain qui est le terrain de la femme enceinte et un terrain chez les sujets qui est immunodéprimé où l'hépatite E peut évoluer vers la chronicité. Donc, les vraies préoccupations, c'est l'hépatite B et l'hépatite C, à cause de leur pouvoir évolutif. Évolution vers la cirrhose, évolution vers le cancer du foie. En 1999, quand nous avons démarré le programme national de lutte contre les hépatites, la prévalence des porteurs chroniques, donc qui étaient susceptibles de faire une cirrhose et un cancer de foie, était de 17%. Aujourd'hui, la prévalence est de 11%. Donc nous avons quand même obtenu des résultats importants. Pour mettre en œuvre les nouvelles recommandations internationales, les acteurs de la santé se sont réunis autour de la question. Ceci pour mieux prendre en charge les hépatites B et C. Je pense que les nouvelles recommandations sont très exigeantes. Je pense que l'OMS, comme au niveau de l'Europe, les gens sont conscients qu'il va falloir les contextualiser pour aller de l'avant. Nous sommes au début du processus. Aujourd'hui, nous organisons une réunion de consensus pour voir comment pouvons-nous opérationnaliser ces recommandations au niveau de notre pays. La journée mondiale de lutte contre les hépatites est prévue ce mardi. Ce forum a pour objectif général de contribuer à une prise en charge optimale des hépatites virales B et C, mais aussi essayer d'obtenir un consensus national. Page des sports, retour à Niaritali après la perte du titre hier. Les supporters sont très déçus. Il explique donc par la forte pression qui pesait sur les épaules des joueurs et par le manque de chance. En sujet signé Pape Diak et Mardia. Réveil difficile à NGB. L'équipe de Niaritali Grand Dakar Biscuiterie coiffée au poteau dans la course au titre de champion de Ligue 1, les inconditionnels du Dordorat ont du mal à avaler la pilule. Je ne suis même pas allé au travail parce que le cœur n'y est pas. Tout ça pour vous dire que je suis déçu. Toujours déçu. La majeure partie des supporters se trouve dans cette situation. On pensait juste qu'on allait se rendre à Demba Diop, battre Port et être sacré champion. Mais ça ne s'est pas passé de la sorte. Forte pression sur les joueurs, manque de chance. Ces supporters tentent de trouver explication. Il y avait beaucoup de pression sur les joueurs. Et la majeure partie de ces joueurs n'habitent pas à Niaritali. Ils ne sont pas habitués à une telle pression. Nous avons manqué de chance. Nous avons raté énormément d'occasions. Nous sommes en Ligue 1 que depuis 5 ans. Nous sommes encore une jeune équipe. Mais se disent encore plus déterminés à pousser leur équipe de l'avant. Nous cesserons de supporter Niaritali, même si l'équipe joue contre une équipe de Navetan. Nous sommes de vrais supporters et nous serons toujours derrière Niaritali. Niaritali et AS Douane comptabilisaient 43 points plus 11 chacun à l'issue de la 26e et dernière journée. Il a fallu recourir au goal-average particulier pour les départager. La Douane vainqueur par 3-0 au retour, alors que Niaritali s'était imposé 4-3 à l'aller, a remporté le championnat à la barbe de NGB, aux grandes dames des supporters du Dordorat.
Le dossier du jour à présent, ce lundi, il s'intéresse à ces collectifs formés par des ex-travailleurs afin de réclamer leurs droits. Une bataille qui demande patience, volonté et mobilisation, mais cette forme de revendication ne risque-t-elle pas de verser dans les dérives? Le problème de leadership se pose également. Élément de réponse dans ce dossier signé Maïmouna Ndiaye et Tierno Laurent Mendy. Des ex-travailleurs de Sotiba, Sotrac, Transplace, Icotaf, entre autres, réunis dans des collectifs. Objectif commun, ils veulent rentrer dans leur fonds. C'est société Transplace, plastique de l'Onliguey. Je travaillais à Transplast. Il y a 25 ans de cela, nous avions fait l'objet d'un licenciement. La justice a déjà tranché. L'entreprise doit nous indemniser à hauteur de 877 millions, mais jusque-là, rien n'est fait et on ne sait pas pourquoi. Raison pour laquelle nous nous sommes réunis au sein d'un collectif. Nous réclamons justice, pas plus. Ndiogu Sokhna fait partie des 250 employés de la Sotiba au chômage depuis 2009. Il n'a que des documents pour constater le préjudice causé. Les ménages qui se disloquent. Je parle de nos camarades qui ont perdu la raison. Et je dirais même des camarades qui ont perdu la vie. Des veuves, des orphelins qui sont en attente de rentrer dans les droits de leur mari ou de leur père. Quelques sociétés comme la Sotiba, nous demandons sa réhabilitation. Est-ce une bonne démarche? La responsabilité sociétale est évoquée. C'est-à-dire l'entreprise en tant que telle, c'est-à-dire comment effectivement elle doit percevoir ses employés. C'est ça. Donc pour ce faire, l'entreprise doit avoir une certaine forme d'éthique. Quelle forme d'éthique? C'est-à-dire son rapport avec ses employés. C'est-à-dire il doit toujours essayer de le renforcer en quelque sorte. Former des collectifs pour avoir satisfaction, une méthode qui pourrait avoir des conséquences de la vie de l'étudiant en sociologie. La question de l'argent, elle est un peu, effectivement, elle est un peu délicate et sensible à la fois. Parce qu'on a des enfants à nourrir, on a notre famille, effectivement. Et si à un moment donné, on ne nous a pas parlé, on ne nous a pas payé, autant pour moi, on est obligé effectivement à faire, de recourir à toute méthode pour effectivement avoir ce dont on a besoin et ce dont on réclame. Le chef de l'État est interpellé. Ces ex-travailleurs désemparés ont déjà rédigé un mémorandum pour durcir le combat. Voilà, c'est la fin de ce journal, Léa, merci. Merci à toi, chère Tidiane. Voilà, la permanence est en place avec Chérif. Voilà, Chérif, c'est quoi le reste du programme? Avec plaisir, cher Tidiane Diao, merci beaucoup et merci aussi à Léa qui est à côté de vous. Restez avec nous, chers téléspectateurs. Bonsoir et bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Dans un instant, l'invité du 20h.